Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde. Chapitre 14. Le lendemain matin, à 9 heures, son domestique entra, avec une tasse de chocolat sur un plateau, et tira les jalousies. Dorian dormait paisiblement sur le côté droit, la joue appuyée sur une main. On eût dit un adolescent fatigué par le jeu ou l'étude. Le valet dut lui toucher 2 fois l'épaule avant qu'il ne s'éveillât, et quand il ouvrit les yeux, un faible sourire parut sur ses lèvres, comme s'il sortait de quelque rêve délicieux. Cependant, il n'avait nullement rêvé. Sa nuit n'avait été troublée par aucune image de plaisir ou de peine, mais la jeunesse sourit sans raison. C'est le plus charmant de ses privilèges. Il se retourna et s'appuya sur son coude, se mit à boire à petits coups son chocolat. Le pâle soleil de novembre inondait la chambre. Le ciel était pur, et il y avait une douce chaleur dans l'air. C'était presque une matinée de mai. Peu à peu, les événements de la nuit précédente envahirent sa mémoire, marchant sans bruit de leurs pas ensanglantés. Ils se reconstituèrent d'eux-mêmes avec une terrible précision. Il tressaillit au souvenir de tout ce qu'il avait souffert, et un instant, le même étrange sentiment de haine contre Basil Hallward qui l'avait poussé à le tuer lorsqu'il était assis dans le fauteuil, l'envahit et le glaça d'un frisson. Le mort était encore là-haut, lui aussi, et dans la pleine lumière du soleil, maintenant. Cela était horrible. D'autres hideuses choses sont faites pour les ténèbres, non pour le grand jour. Il sentit que s'il poursuivait cette songerie, il en deviendrait malade ou fou. Il y avait des péchés dont le charme était plus grand par le souvenir que par l'acte lui-même, d'étranges triomphes qui récompensaient l'orgueil bien plus que les passions, et donnaient à l'esprit un raffinement de joie bien plus grand que le plaisir qu'ils apportaient ou pouvaient jamais apporter aux sens. Mais celui-ci n'était pas de cela. C'était un souvenir à chasser de son esprit. Il fallait l'endormir de pavot, l'étrangler, enfin de peur qu'il ne l'étranglât lui-même. Quand la demie sonna, il passa sa main sur son front et se leva en hâte. Il s'habilla avec plus de soin encore que d'habitude, choisissant longuement sa cravate et son épingle, et changeant plusieurs fois de bague. Il mit aussi beaucoup de temps à déjeuner, goûtant aux divers plats, parlant à son domestique d'une nouvelle livrée qu'il voulait faire pour ses serviteurs à Selby, tout en décachetant son courrier. Une des lettres le fit sourire, 3 autres l'ennuyèrent. Il relut plusieurs fois la même, puis la déchira avec une légère expression de lassitude. « Quelle terrible chose qu'une mémoire de femme, comme dit Lord Henry, murmura-t-il. Alors qu'il eut bu sa tasse de café noir, il s'essuya les lèvres avec une serviette, fit signe à son domestique d'attendre et s'assit à sa table pour écrire 2 lettres. Il en mit une dans sa poche et tendit l'autre au valet. « Portez ceci, 152 Hertford Street, Francis. Et si M. Campbell est absent de Londres, demandez son adresse. » Dès qu'il fut seul, il alluma une cigarette et se mit à faire des croquis sur une feuille de papier, dessinant des fleurs, des motifs d'architecture, puis des figures humaines. Il remarqua tout à coup que chaque figure qu'il avait tracée avait une fantastique ressemblance avec Basil Hallward. Il tressaillit et, se levant, alla à sa bibliothèque où il prit un volume au hasard. Il était déterminé à ne pas penser aux derniers événements, tant que cela ne deviendrait pas absolument nécessaire. Une fois allongé sur le divan, il regarda le titre du livre. C'était une édition Charpentier sur Japon des Émaux et Camée de Gautier, ornée d'une eau-forte de jacquemart. La reliure était de cuir jaune citron, estampée d'un treillis d'or et d'un semis de grenat. Ce livre lui avait été offert par Adrien Singleton. Comme il tournait les pages, ses yeux tombèrent sur le poème de la main de Lacenaire, la main froide et jaune. Du supplice encore mal lavé, aux poils roux et aux doigts de faune, il regarda ses propres doigts blancs et fuselés et frissonna légèrement malgré lui. Il continua à feuilleter le volume et s'arrêta à ces délicieuses stances sur Venise. Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselant, la Vénus de l'Adriatique sort de l'eau, son corps rosé et blanc. Les dômes sur l'azur des ondes, suivant la phrase au pur contour, s'enflent comme des gorges rondes,
que soulève un soupir d'amour. L'esquif aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose sur le marbre d'un escalier. Comme cela était exquis, il semblait, en le lisant, qu'on descendait les vertes lagunes de la cité couleur de rose et de perles, assis dans une gondole noire à la proue d'argent et aux rideaux traînants. Ces simples vers lui rappelaient ces longues bandes bleu turquoise, se succédant lentement à l'horizon du Lido. L'éclat soudain des couleurs évoquait ces oiseaux à la gorge d'iris et d'opale qui voltigent autour du haut campanile fouillé comme un rayon de miel, ou se promènent avec tant de grâce sous les sombres et poussiéreuses arcades. Il cessa, les yeux mi-clos, se répétant à lui-même, devant une façade rose, sur le marbre d'un escalier. Toute Venise était dans ces deux vers. Il se remémora l'automne qu'il y avait vécu, et le prestigieux amour qui l'avait poussé à deux délicieuses et délirantes folies. Il y a des romans partout, mais Venise, comme Oxford, était demeuré le véritable cadre de tout roman. Et pour le vrai romantique, le cadre est tout ou presque tout. Basile l'avait accompagné une partie du temps, et s'était féru du Tintoret. Pauvre Basile, quelle horrible mort. Il frissonna de nouveau et reprit le volume, s'efforçant d'oublier. Il lut ces vers délicieux sur les hirondelles du petit café de Smyrne, entrant et sortant, tandis que les hadjis, assis tout autour, comptent les grains d'ambre de leurs chapelets et que les marchands enturbanés fument leurs longues pipes à glands et se parlent gravement. Ceux sur l'obélisque de la place de la Concorde qui pleurent des larmes de granit sur son exil sans soleil, languissant de ne pouvoir retourner près du Nil brûlant et couvert de lotus où sont des sphinx et des ibis roses et rouges, des vautours blancs aux griffes d'or, des crocodiles aux petits yeux de béryl qui rampent dans la boue verte et fumeuse. Il se mit à rêver sur ces vers, qui chantent un marbre souillé de baisers et nous parle de cette curieuse statue que Gautier compare à une voix de contralto, le monstre charmant couché dans la salle de porphyre du Louvre. Bientôt, le livre lui tomba des mains. Il s'énervait. Une terreur l'envahissait. Si Alan Campbell avait été absent d'Angleterre, des jours passeraient avant son retour. Peut-être refuserait-il de venir ? Que faire alors ? Chaque moment avait une importance vitale. Ils avaient été grands amis 5 ans auparavant, presque inséparables en vérité. Puis leur intimité s'était tout à coup interrompue. Quand ils se rencontraient maintenant dans le monde, Dorian Gray seul souriait, mais jamais Alan Campbell. C'était un jeune homme très intelligent, quoiqu'il n'appréciait guère les arts plastiques, malgré une certaine compréhension de la beauté poétique qu'il tenait entièrement de Dorian. Sa passion dominante était la science. À Cambridge, il avait dépensé la plus grande partie de son temps à travailler au laboratoire et conquis un bon rang de sortie pour les sciences naturelles. Il était encore très adonné à l'étude de la chimie et avait un laboratoire à lui, dans lequel il s'enfermait tout le jour, au grand désespoir de sa mère, qui avait rêvé pour lui un siège au Parlement, et conservait une vague idée qu'un chimiste était un homme qui faisait des ordonnances. Il était très bon musicien en outre, et jouait du violon et du piano, mieux que la plupart des amateurs. En fait, c'était la musique qui les avait rapprochés, Dorian et lui. La musique et aussi cette indéfinissable attraction que Dorian semblait pouvoir exercer chaque fois qu'il le voulait, et qu'il exerçait souvent même inconsciemment. Ils s'étaient rencontrés chez Lady Berkshire, le soir où Rubinstein y avait joué, et depuis on les avait toujours vus ensemble, à l'opéra, et partout où l'on faisait de bonne musique. Cette intimité se continua pendant 18 mois. Campbell était constamment ou à Selby Royal ou à Grosvenor Square. Pour lui, comme pour bien d'autres, Dorian Gray était le parangon de tout ce qui est merveilleux et séduisant dans la vie. Une querelle était-elle survenue entre eux ? Nul ne le savait. Mais on remarqua tout à coup qu'ils se parlaient à peine lorsqu'ils se rencontraient, et que Campbell partait toujours de bonne heure des réunions où Dorian Gray était présent. De plus, il avait changé. Il avait d'étranges mélancolies, semblait presque détester la musique, ne voulait plus jouer lui-même,
alléguant pour excuse, quand on l'en priait, que ses études scientifiques l'absorbaient tellement qu'il ne lui restait plus de temps de s'exercer. Et cela était vrai. Chaque jour, la biologie l'intéressait davantage, et son nom fut prononcé plusieurs fois dans des revues de sciences à propos de curieuses expériences. C'était là l'homme que Dorian Gray attendait. À tout moment, il regardait la pendule. À mesure que les minutes s'écoulaient, il devenait horriblement agité. Enfin, il se leva, arpenta la chambre comme un oiseau prisonnier. Sa marche était saccadée, ses mains étrangement froides. L'attente devenait intolérable. Le temps lui semblait marcher avec des pieds de plomb. Et lui, il se sentait emporté par une monstrueuse rafale au-dessus des bords de quelques précipices béants. Il savait ce qui l'attendait. Il le voyait, et frémissant, il pressait de ses mains moites ses paupières brûlantes comme pour anéantir sa vue, ou renforcer à jamais dans leur orbite les globes de ses yeux. C'était en vain. Son cerveau avait sa propre nourriture, dont il se sustentait, et la vision, rendue grotesque par la terreur, se déroulait en contorsion, défigurée douloureusement, dansant devant lui comme un mannequin immonde, et grimaçant sous des masques changeants. Alors soudain le temps s'arrêta pour lui, et cette force aveugle à la respiration lente cessa son grouillement. D'horribles pensées, dans cette mort du temps, coururent devant lui montrant un hideux avenir. L'ayant contemplé, l'horreur le pétrifia. Enfin la porte s'ouvrit, et son domestique entra. Il tourna vers lui, ses yeux effarés. « Monsieur Campbell, monsieur, » dit l'homme. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, desséchées, et la couleur revint à ses joues. « Dites-lui d'entrer, Francis. » Il sentit qu'il se ressaisissait. Son accès de lâcheté avait disparu. L'homme s'inclina et sortit. Un instant après, Alan Campbell entra, pâle et sévère, sa pâleur augmentée par le noir, accusé de ses cheveux et de ses sourcils. « Alan, que c'est aimable à vous, je vous remercie d'être venu. J'étais résolu à ne plus jamais mettre les pieds chez vous, Gray, mais comme vous disiez que c'était une question de vie ou de mort... » Sa voix était dure et froide, il parlait lentement. Il y avait une nuance de mépris dans son regard assuré et scrutateur posé sur Dorian. Il gardait ses mains dans les poches de son pardessus d'astrakhan et paraissait ne pas remarquer l'accueil qui lui était fait. « Oui, c'est une question de vie ou de mort, Alan, et pour plus d'une personne, asseyez-vous. » Campbell prit une chaise près de la table, et Dorian s'assit en face de lui. Les yeux des deux hommes se rencontrèrent. Une infinie compassion se lisait dans ceux de Dorian. Il savait que ce qu'il allait faire était affreux. Après un pénible silence, il se pencha sur la table et dit tranquillement, épiant l'effet de chaque mot sur le visage de celui qui l'avait fait demander. « Alan, dans une chambre fermée à clé tout en haut de cette maison, une chambre où nul autre que moi ne pénètre, un homme mort est assis près d'une table. Il est mort il y a maintenant 10 heures. Ne bronchez pas et ne me regardez pas ainsi. Qui est cet homme, pourquoi et comment il est mort sont des choses qui ne vous concernent pas. Ce que vous avez à faire est ceci. Arrêtez, Gray. Je ne veux rien savoir de plus. Que ce que vous venez de me dire soit vrai ou non, cela ne me regarde pas. Je refuse absolument d'être mêlé à votre vie. Gardez pour vous vos horribles secrets. Ils ne m'intéressent plus désormais. Alan, ils auront à vous intéresser. Celui-ci vous intéressera. J'en suis cruellement fâché pour vous, Alan, mais je n'y puis rien moi-même. Vous êtes le seul homme qui puisse me sauver. Je suis forcé de vous mettre dans cette affaire. Je n'ai pas à choisir. Alan, vous êtes un savant. Vous connaissez la chimie et tout ce qui s'y rapporte. Vous avez fait des expériences. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de détruire ce corps qui est là-haut, de le détruire pour qu'il n'en demeure aucun vestige. Personne n'a vu cet homme entrer dans la maison. On le croit en ce moment à Paris. On ne remarquera pas son absence avant des mois. Lorsqu'on la remarquera, aucune trace ne restera de sa présence ici. Quant à vous, Alan, il faut que vous le transformiez, avec tout ce qui est à lui, en une poignée de cendres que je pourrai jeter au vent. Vous êtes fou, Dorian. Ah, j'attendais que vous m'appeliez Dorian. Vous êtes fou, vous dis-je. Fou d'imaginer que je puisse lever un doigt pour vous aider. Fou de me faire une pareille confession. Je ne veux rien avoir à démêler avec cette histoire, quelle qu'elle soit. Croyez-vous que je veuille risquer ma réputation pour vous ?
Que m'apporte cette œuvre diabolique que vous faites ? Il s'est suicidé, Alan. J'aime mieux cela, mais qui l'a conduit là ? Vous, j'imagine ? Refusez-vous encore de faire cela pour moi ? Certes, je refuse. Je ne veux absolument pas m'en occuper. Je ne me soucie guère de la honte qui vous attend. Vous les méritez toutes. Je ne serais pas fâchée de vous voir compromis publiquement, compromis. Comment osez-vous me demander à moi, parmi tous les hommes, de me mêler à cette horreur ? J'aurais cru que vous connaissiez mieux les caractères. Votre ami Lord Henry Wotton aurait pu mieux instruire en psychologie, entre autres choses qu'il vous enseigna. Rien ne pourra me décider à faire un pas pour vous sauver. Vous vous êtes mal adressé. Voyez quelqu'un d'autre de vos amis. Ne vous adressez pas à moi. Alan, c'est un meurtre. Je l'ai tué. Vous ne savez pas tout ce qu'il m'avait fait souffrir. Quelle qu'elle était mon existence, il a plus contribué à la faire ce qu'elle fut et à la perdre que ce pauvre Harry. Il se peut qu'il ne l'ait pas voulu. Le résultat est le même. Un meurtre, juste ciel, Dorian ? C'est à cela que vous en êtes venu ? Je ne vous dénoncerai pas. Ce n'est pas mon affaire. Cependant, même sans mon intervention, vous serez sûrement arrêté. Nul ne commet un crime sans y joindre quelque maladresse. Mais je ne veux rien avoir à faire avec ceci. Il faut que vous ayez quelque chose à faire avec ceci. Attendez, un moment. Écoutez-moi. Écoutez seulement, Alan. Tout ce que je vous demande, c'est de faire une expérience scientifique. Vous allez dans les hôpitaux et dans les morgues, et les horreurs que vous y faites ne vous émeuvent point. Si dans un de ces laboratoires fétides, ou une de ces salles de dissection, vous trouviez cet homme couché sur une table de plomb, sillonnée de gouttières qui laissent couler le sang, vous le regarderiez simplement comme un admirable sujet. Pas un cheveu ne se dresserait sur votre tête. Vous ne croiriez pas faire quelque chose de mal. Au contraire, vous penseriez probablement travailler pour le bien de l'humanité, ou augmenter le trésor scientifique du monde, satisfaire une curiosité intellectuelle ou quelque chose de ce genre. Ce que je vous demande, c'est ce que vous avez déjà fait souvent. En vérité, détruire un cadavre doit être beaucoup moins horrible que ce que vous êtes habitué à faire. Et songez-y, ce cadavre est l'unique preuve qu'il y est contre moi. S'il est découvert, je suis perdue, et il sera sûrement découvert si vous ne m'aidez pas. Je n'ai aucun désir de vous aider. Vous oubliez cela. Je suis simplement indifférent à toute l'affaire. Elle ne m'intéresse pas. Alan, je vous en conjure, songez quelle position est la mienne. Juste au moment où vous arriviez, je défaillais de terreur. Vous connaîtrez peut-être un jour vous-même cette terreur, non ? Ne pensez pas à cela. Considérez la chose uniquement au point de vue scientifique. Vous ne vous informez point d'où viennent les cadavres qui servent à vos expériences. Ne vous informez point de celui-ci. Je vous en ai trop dit là-dessus. Mais je vous en supplie de faire cela. Nous fûmes amis, Alan. Ne parlez pas de ces jours-là, Dorian. Ils sont morts. Les morts s'attardent quelquefois. L'homme qui est là-haut ne s'en ira pas. Il est assis contre la table, la tête inclinée et les bras étendus. Alan, si vous ne venez pas à mon secours, je suis perdu. Quoi ? Mais ils me pendront, Alan ? Ne comprenez-vous pas ? Ils me pendront pour ce que j'ai fait ? Il est inutile de prolonger cette scène. Je refuse absolument de me mêler à tout cela. C'est de la folie de votre part de me le demander. Vous refusez ? Oui. Je vous en supplie, Alan. C'est inutile. Le même regard de compassion se montra dans les yeux de Dorian Gray. Il étendit la main, prit une feuille de papier et traça quelques mots. Il relut ce billet 2 fois, le plia soigneusement et le poussa sur la table. Cela fait, il se leva et alla à la fenêtre. Campbell le regarda avec surprise, puis il prit le papier et l'ouvrit. À mesure qu'il lisait, une pâleur affreuse décomposait ses traits. Il se renversa sur sa chaise, son cœur battait à se rompre. Après 2 ou 3 minutes de terrible silence, Dorian se retourna et vint se poser derrière lui, la main appuyée sur son épaule. « Je le regrette pour vous, Alan, murmura-t-il, mais vous ne m'avez laissé aucune alternative. J'avais une lettre toute prête, la voici. Vous voyez l'adresse. Si vous ne m'aidez pas, il faudra que je l'envoie. Si vous ne m'aidez pas, je l'enverrai. Vous savez ce qui en résultera ?
Mais vous allez m'aider. Il est impossible que vous me refusiez maintenant. J'ai essayé de vous épargner. Vous me rendrez la justice de le reconnaître. Vous fûtes sévère, dur, offensant. Vous m'avez traité comme nul homme n'osa jamais le faire, nul homme vivant, tout au moins. J'ai tout supporté. Maintenant, c'est à moi à dicter les conditions. Campbell cacha sa tête entre ses mains. Un frisson le parcourut. Oui, c'est à mon tour à dicter mes conditions, Alan. Vous les connaissez. La chose est très simple. Venez, ne vous mettez pas ainsi en fièvre. Il faut que la chose soit faite. Envisagez-la et faites-la. Un gémissement sortit des lèvres de Campbell, qui se mit à trembler de tout son corps. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée lui parut diviser le temps en atomes successifs d'agonie, dont chacun était trop lourd pour être porté. Il lui sembla qu'un cercle de fer enserrait lentement son front, et que la honte dont il était menacé l'avait atteint déjà. La main posée sur son épaule lui pesait comme une main de plomb, intolérablement. Elle semblait le broyer. « Eh bien, Alan, il faut vous décider. » « Je ne peux pas, dit-il machinalement, comme si ces mots avaient pu changer la situation. « Il est faux, vous n'avez pas le choix, n'attendez plus. » Il hésita un instant. « Y a-t-il du feu dans cette chambre haute ? » ?»« Oui, il y a un appareil au gaz avec de l'amiante. »« Il faut que j'aille chez moi prendre des instruments, au laboratoire. »« Non, Alan, vous ne sortirez pas d'ici. Écrivez ce qu'il vous faut sur une feuille de papier, et mon domestique prendra un cab, et ira vous le chercher. » Campbell griffonna quelques lignes, y passa le buvard, et écrivit sur une enveloppe l'adresse de son aide. Dorian prit le billet et le lut attentivement, puis il sonna et le donna à son domestique, avec l'ordre de revenir aussitôt que possible et de rapporter les objets demandés. Quand la porte de la rue se fut refermée, Campbell se leva nerveusement et s'approcha de la cheminée. Il semblait grelotter d'une sorte de fièvre. Pendant près de 20 minutes, aucun des deux hommes ne parla. Une mouche bourdonnait bruyamment dans la pièce, et le tic-tac de l'horloge résonnait comme des coups de marteau. Le timbre sonna 1 heure. Campbell se retourna et, regardant Dorian, vit que ses yeux étaient baignés de larmes. Il y avait dans cette face désespérée une pureté et une distinction qui le mirent hors de lui. « Vous êtes infâme, absolument infâme, » murmura-t-il. « Fille, Alan, vous m'avez sauvé la vie, dit Dorian. Votre vie, juste ciel, quelle vie! Vous êtes allé de corruption en corruption, jusqu'au crime. En faisant ce que je vais faire, ce que vous me forcez à faire, ce n'est pas à votre vie que je songe. »« Ah, Alan, murmura Dorian avec un soupir, je vous souhaite d'avoir pour moi la 1000e partie de la pitié que j'ai pour vous. » Il lui tourna le dos en parlant ainsi, et alla regarder à la fenêtre du jardin. Campbell ne répondit rien. Après une dizaine de minutes, on frappa à la porte, et le domestique entra, portant avec une grande boîte d'acajou pleine de drogue, un long rouleau de fil d'acier et de platine, et 2 crampons de fer d'une forme étrange. « Faut-il laisser cela ici, monsieur ?» demanda-t-il à Campbell. « Oui, dit Dorian. Je crois, Francis, que j'ai encore une commission à vous donner. Quel est le nom de cet homme de Richmond qui fournit les orchidées à Selby ? » « Arden, monsieur. »« Oui, Arden. Vous allez aller à Richmond, voir Arden lui-même, et vous lui direz de m'envoyer 2 fois plus d'orchidées que je n'en avais commandé, et d'en mettre aussi peu de blanches que possible. Non, pas de blanches du tout. Le temps est délicieux. Francis, et Richmond est un endroit charmant. Autrement, je ne voudrais pas vous ennuyer avec cela. »« Pas du tout, monsieur. À quelle heure faudra-t-il que je revienne ?» Campbell tressaillit et se mordit les lèvres. « Environ 5 heures, répondit-il. « Il sera donc temps que vous rentriez vers 7h30, Francis. Ou plutôt, attendez. Préparez-moi ce qu'il faudra pour m'habiller. Vous aurez votre soirée pour vous. Je ne dîne pas ici, de sorte que je n'aurai plus besoin de vous. »« Merci, monsieur, répondit le valet en se retirant. Maintenant, Alan, ne perdons pas un instant. Comme cette caisse est lourde, je vais la monter. Prenez les autres objets. » Il parlait vite, d'un ton de commandement.
Campbell se sentit dominé. Ils sortirent ensemble. Arrivé au palier du dernier étage, Dorian sortit sa clé et la mit dans la serrure. Puis il s'arrêta, les yeux troublés, frissonnants. « Je crois que je ne pourrai pas entrer, Alan, » murmura-t-il. « Ça m'est égal, je n'ai pas besoin de vous, » dit Campbell froidement. Dorian entr'ouvrit la porte. À ce moment, il aperçut en plein soleil les yeux du portrait qui semblait le regarder. Devant lui, sur le parquet, le rideau déchiré était étendu. Il se rappela que la nuit précédente, il avait oublié pour la première fois de sa vie de cacher le tableau fatal. Il eut envie de fuir, mais il se retint en frémissant. Quelle était cette odieuse tache rouge, humide et brillante qu'il voyait sur une des mains, comme si la toile eût suinté du sang. Quelle chose horrible, plus horrible, lui parut-il sur le moment que ce paquet immobile et silencieux, affaissé contre la table. Cette masse informe et grotesque, dont l'ombre se projetait sur le tapis souillé, lui montrant qu'elle n'avait pas bougé et était toujours là, telle qu'il l'avait laissée. Il poussa un profond soupir, ouvrit la porte un peu plus grande et les yeux à demi fermés, détournant la tête, il entra vivement, résolu à ne pas jeter même un regard vers le cadavre. Puis, s'arrêtant et ramassant le rideau de pourpre et d'or, il le jeta sur le cadre. Alors, il resta immobile, craignant de se retourner, les yeux fixés sur les arabesques de la broderie qu'il avait devant lui. Il entendit Campbell qui rentrait, la lourde caisse et les objets métalliques nécessaires à son horrible travail. Il se demanda si Campbell et Basil Hallward s'étaient jamais rencontrés, et dans ce cas, ce qu'ils avaient pu penser l'un de l'autre. « Laissez-moi maintenant », dit une voix dure derrière lui. Il se retourna et sortit en hâte, ayant confusément entrevu le cadavre renversé sur le dos du fauteuil, et Campbell contemplant sa face jaune et luisante. En descendant, il entendit le bruit de la clé dans la serrure. Alan s'enfermait. Il était beaucoup plus de 7 heures lorsque Campbell rentra dans la bibliothèque. Il était pâle, mais parfaitement calme. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, » murmura-t-il. « Et maintenant, adieu. Ne nous revoyons plus jamais. »« Vous m'avez sauvé, Alan. Je ne pourrai jamais l'oublier, » dit Dorian simplement. Dès que Campbell fut sorti, il monta. Une odeur horrible d'acide nitrique emplissait la chambre. Mais la chose assise ce matin, devant la table, avait disparu. Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 15. Ce soir-là, à 8h30, exquisément vêtu, la boutonnière ornée d'un gros bouquet de violettes de Parme, Dorian Gray était introduit dans le salon de Lady Narborough par des domestiques inclinés. Les veines de ses tempes palpitaient fébrilement, et il était dans un état de sauvage excitation. Mais l'élégante révérence qu'il eut vers la main de la maîtresse de la maison fut aussi aisée et aussi gracieuse qu'à l'ordinaire. Peut-être n'est-on jamais plus à l'aise que lorsqu'on a quelque comédie à jouer. Certes, aucun de ceux qui virent Dorian Gray ce soir-là n'eût pu imaginer qu'il venait de traverser un drame aussi horrible qu'aucun drame de notre époque. Ses doigts délicats ne pouvaient avoir tenu le couteau d'un assassin, ni ses lèvres souriantes blasphémer Dieu. Malgré lui, il s'étonnait du calme de son esprit, et pour un moment, il ressentit profondément le terrible plaisir d'avoir une vie double. C'était une réunion intime, bientôt transformée en confusion par Lady Narborough, femme très intelligente, dont Lord Henry parlait comme d'une femme qui avait gardé de beaux restes d'une remarquable laideur. Elle s'était montrée l'excellente épouse d'un de nos plus ennuyeux ambassadeurs, et ayant enterré son mari convenablement sous un mausolée de marbre qu'elle avait elle-même dessiné, et marié ses filles à des hommes riches et mûrs, se consacrait maintenant au plaisir de l'art français, de la cuisine française et de l'esprit français quand elle pouvait l'atteindre. Dorian était un de ses grands favoris. Elle lui disait toujours qu'elle était ravie de ne l'avoir pas connu dans sa jeunesse. « Car, mon cher ami, je suis sûre que je serais devenue follement amoureuse de vous, ajoutait-elle.
j'aurais jeté pour vous mon bonnet par-dessus les moulins. Heureusement que l'on ne pensait pas à vous alors. D'ailleurs, nos bonnets étaient si déplaisants et les moulins si occupés à prendre le vent que je n'eus jamais de flirt avec personne. Et puis, ce fut de la faute de Narborough. Il était tellement myope qu'il n'y avait eu aucun plaisir à tromper un mari qui n'y voyait jamais rien. Ses invités, ce soir-là, étaient plutôt ennuyeux. Ainsi qu'elle l'expliqua à Dorian, derrière un éventail usé, une de ses filles mariées lui était tombée à l'improviste, et pour comble de malheur, avait amené son mari avec elle. « Je trouve cela bien désobligeant de sa part, mon cher, » lui souffla-t-elle à l'oreille. « Certes, je vais passer chaque été avec eux en revenant de Hambourg, mais il faut bien qu'une vieille femme comme moi aille quelquefois prendre un peu d'air frais. Au reste, je les réveille réellement. Vous n'imaginez pas l'existence qu'ils mènent. C'est la plus complète vie de campagne. Ils se lèvent de bonne heure car ils ont tant à faire, et se couchent tôt aussi. Ayant si peu à penser, il n'y a pas eu le moindre scandale dans tout le voisinage depuis le temps de la reine Élisabeth. Aussi s'endorment-ils tous après dîner. Il ne faut pas aller vous asseoir près d'eux. Vous resterez près de moi, et vous me distrairez. » Dorian murmura un compliment aimable et regarda autour de lui. C'était certainement une fastidieuse réunion. 2 personnages lui étaient inconnus, et les autres étaient Ernest Harrowden, un de ces médiocres entre-deux âges, si communs dans les clubs de Londres, qui n'ont pas d'ennemis, mais qui n'en sont pas moins détestés de leurs amis. Lady Ruxton, une femme de 47 ans, à la toilette tapageuse, au nez recourbé, qui essayait toujours de se trouver compromise, mais était si parfaitement banale qu'à son grand désappointement, personne n'eût jamais voulu croire à aucune médisance sur son compte. Madame Erlynne, personne aux cheveux roux vénitiens, très réservée, affectée d'un délicieux bégaiement. Lady Alice Chapman, la fille de l'hôtesse, triste et mal fagotée, lotie de ces banales figures britanniques qu'on ne se rappelle jamais. Et enfin son mari, un être aux joues rouges, aux favoris blancs, qui, comme beaucoup de ceux de son espèce, pensait qu'une excessive jovialité pouvait suppléer au manque absolu d'idées. Dorian regrettait presque d'être venu, lorsque Lady Narborough, regardant la grande pendule qui étalait sur la cheminée drapée de mauve ses volutes prétentieuses de bronze doré, s'écria « Comme c'est mal à Henry Wotton d'être si en retard. J'ai envoyé ce matin chez lui à tout hasard, et il m'a promis de ne pas nous manquer. » Ce lui fut une consolation de savoir qu'Harry allait venir, et quand la porte s'ouvrit et qu'il entendit sa voix douce et musicale, prêtant son charme à quelque insincère compliment, l'ennui le quitta. Pourtant à table, il ne put rien manger. Les mets se succédaient dans son assiette, sans qu'il y goûtât. Lady Narborough ne cessait de le gronder pour ce qu'elle appelait une insulte à ce pauvre Adolphe qui a composé le menu exprès pour vous. De temps en temps, Lord Henry le regardait, s'étonnant de son silence et de son air absorbé. Le sommelier remplissait sa coupe de champagne. Il buvait avidement, et sa soif semblait en augmenter. « Dorian, dit enfin Lord Henry, lorsqu'on servit le chaud-froid, qu'avez-vous donc ce soir? Vous ne paraissez pas à votre aise. »« Il est amoureux, s'écria Lady Narborough, et je crois qu'il a peur de me l'avouer, de crainte que je ne sois jalouse, et il a raison, je le serai certainement. »« Chère Lady Narborough, murmura Dorian en souriant, je n'ai pas été amoureux depuis une grande semaine, depuis que Madame de Ferrol a quitté Londres. »« Comment les hommes peuvent-ils être amoureux de cette femme ?» s'écria la vieille dame. « Je ne puis vraiment le comprendre. »« C'est tout simplement parce qu'elle vous rappelle votre enfance, Lady Narborough, dit Lord Henry. Elle est le seul trait d'union entre vous et vos robes courtes. »« Elle ne me rappelle pas du tout mes robes courtes, Lord Henry, mais je me souviens très bien de l'avoir vue à Vienne il y a 30 ans. Était-elle assez décolletée alors ?»« Elle est encore décolletée, répondit-il, prenant une olive de ses longs doigts, et quand elle est en brillante toilette, elle ressemble à une édition de luxe d'un mauvais roman français. Elle est vraiment extraordinaire et pleine de surprises.
Son goût pour la famille est étonnant. Lorsque son troisième mari mourut, ses cheveux devinrent parfaitement dorés de chagrin. « Pouvez-vous dire, Harry ?» s'écria Dorian. « C'est une explication romantique !» s'exclama en riant l'hôtesse. « Mais vous dites son troisième mari, Lord Henry. Vous ne voulez pas dire que Ferrol est le quatrième ?»« Certainement, Lady Narborough. Je n'en crois pas un mot. Demandez plutôt à Monsieur Gray. C'est un de ses plus intimes amis. »« Est-ce vrai, Monsieur Gray ?»« Elle me l'a dit, Lady Narborough, dit Dorian. Je lui ai demandé si, comme Marguerite de Navarre, elle ne conservait pas leur cœur embaumé et pendu à sa ceinture. Elle me répondit que non, car aucun d'eux n'en avait. « 4 maris, ma parole, c'est trop de zèle. Trop d'audace, lui ai-je dit, répartit Dorian. Oh, elle est assez audacieuse, mon cher, et comment est Ferrol, je ne le connais pas. Les maris des très belles femmes appartiennent à la classe des criminels, dit Lord Henry, en buvant à petits coups. Lady Narborough le frappa de son éventail. « Lord Henry, je ne suis pas surprise que le monde vous trouve extrêmement méchant. »« Mais pourquoi le monde dit-il cela ?» demanda Lord Henry en levant la tête. « Ce ne peut être que le monde futur. Ce monde-ci et moi, nous sommes en excellents termes. »« Tous les gens que je connais vous trouvent très méchant, » s'écria la vieille dame, hochant la tête. Lord Henry redevint sérieux un moment. « C'est tout à fait monstrueux, dit-il enfin. Cette façon qu'on a aujourd'hui de dire derrière le dos des gens ce qui est absolument vrai. »« N'est-il pas incorrigible ?» s'écria Dorian, se renversant sur le dossier de sa chaise. « Je l'espère bien, dit en riant l'hôtesse. Mais si en vérité vous adorez tous aussi ridiculement Madame de Ferrol, il faudra que je me remarie aussi, afin d'être à la mode. »« Vous ne vous remarierez jamais, Lady Narborough, interrompit Lord Henry. Vous fûtes beaucoup trop heureuse la première fois. Quand une femme se remarie, c'est qu'elle détestait son premier époux. Quand un homme se remarie, c'est qu'il adorait sa première femme. Les femmes cherchent leur bonheur, les hommes risquent le leur. »« Narborough n'était pas parfait, s'écria la vieille dame. »« S'il l'avait été, vous ne l'eussiez point adoré, fut la réponse. Les femmes nous aiment pour nos défauts. Si nous n'en avons pas, elles nous passeront tout, même notre intelligence. Vous ne m'inviterez plus, j'en ai peur, pour avoir dit cela, Lady Narborough, mais c'est entièrement vrai. »« Certes, c'est vrai, Lord Henry. Si nous autres femmes ne vous aimions pas pour vos défauts, que deviendrez-vous? Aucun de vous ne pourrait se marier. Vous seriez un tas d'infortunés célibataires. Non, pas cependant que cela vous changerait beaucoup. Aujourd'hui, tous les hommes mariés vivent comme des garçons, et tous les garçons comme des hommes mariés. »« Fin de siècle, murmura Lord Henry. « Fin de globe, répondit l'hôtesse. »« Je voudrais que ce fût la fin du globe, dit Dorian, avec un soupir. La vie est une grande désillusion. »« Ah, mon cher ami, s'écria Lady Narborough, mettant ses gants, ne me dites pas que vous avez épuisé la vie. Quand un homme dit cela, on comprend que c'est la vie qui l'a épuisé. Lord Henry est très méchant, et je voudrais souvent l'avoir été moi-même. Mais vous êtes fait pour être bon, vous êtes si beau. Je vous trouverai une jolie femme, Lord Henry. Ne pensez-vous pas que M. Gray devrait se marier ? » « C'est ce que je lui dis toujours, Lady Narborough, » acquiesça Lord Henry en s'inclinant. « Bien, il faudra que nous nous occupions d'un parti convenable pour lui. Je parcourrai ce soir le Debrett, avec soin, et dresserai une liste de toutes les jeunes filles à marier. »« Avec leur âge, Lady Narborough ? Demanda Dorian. « Certes, avec leur âge, dûment reconnu. Mais il ne faut rien faire avec précipitation. Je veux que ce soit ce que le Morning Post appelle une union assortie, et je veux que vous soyez heureux. »« Que de bêtises on dit sur les mariages heureux !» s'écria Lord Henry. « Un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme, aussi longtemps qu'il ne l'aime pas. »« Ah, quel affreux cynique vous faites !» fit en se levant la vieille dame et en faisant un signe vers Lady Ruxton. « Il faudra bientôt revenir dîner avec moi. Vous êtes vraiment un admirable tonique, bien meilleur que celui que Sir Andrew m'a proscrit. Il faudra aussi me dire quelle personne vous aimeriez rencontrer. Je veux que ce soit un choix parfait. »« J'aime les hommes qui ont un avenir, et les femmes qui ont un passé, » répondit Lord Henry.
Ne croyez-vous pas que cela puisse faire une bonne compagnie ? Je le crains, dit-elle en riant, en se dirigeant vers la porte. Mille pardons, ma chère Lady Ruxton, ajouta-t-elle. Je n'avais pas vu que vous n'aviez pas fini votre cigarette. Ce n'est rien, Lady Narborough. Je fume beaucoup trop. Je me limiterai à l'avenir. N'en faites rien, Lady Ruxton, dit Lord Henry. La modération est une chose fatale. Assez est aussi mauvaise qu'un repas. Plus qu'assez est aussi bonne qu'une fête. Lady Ruxton le regarda avec curiosité. Il faudra venir m'expliquer cela un de ces après-midi, Lord Henry. La théorie me paraît séduisante, murmura-t-elle, en sortant majestueusement. Maintenant, songez à ne pas trop parler de politique et de scandale, cria Lady Narborough de la porte. Autrement, nous nous querellerons. Les hommes éclatèrent de rire, et M. Chapman remonta solennellement du bout de la table et vint s'asseoir à la place d'honneur. Dorian Gray alla se placer près de Lord Henry. M. Chapman se mit à parler très haut de la situation à la Chambre des communes. Il avait de gros rires en nommant ses adversaires. Le mot « doctrinaire », mot plein de terreur pour l'esprit britannique, revenait de temps en temps dans sa conversation. Un préfixe allitéré et un ornement à l'art oratoire. Il élevait l'Union Jack sur le pinacle de la pensée, la stupidité héréditaire de la race, qu'il dénommait jovialement le bon sens anglais, était, comme il le démontrait, le vrai rempart de la société. Un sourire vint aux lèvres de Lord Henry, qui se retourna vers Dorian. « Êtes-vous mieux, cher ami ?» demanda-t-il. « Vous paraissiez mal à votre aise à table. »« Je suis très bien, Harry, un peu fatigué, voilà tout. »« Vous fûtes charmant hier soir. La petite duchesse est tout à fait folle de vous. Elle m'a dit qu'elle irait à Selby. Elle m'a promis de venir le 20. Est-ce que Monmouth y sera aussi ? » ?»« Oh, oui, Harry. Il m'ennuie terriblement, presque autant qu'il ennuie la duchesse. Elle est très intelligente, trop intelligente pour une femme. Elle manque de ce charme indéfinissable des faibles. Ce sont les pieds d'argile qui rendent précieux l'or de la statue. Ces pieds sont fort jolis, mais ils ne sont pas d'argile. Des pieds de porcelaine blanche, si vous voulez. Ils ont passé au feu, et ce que le feu ne détruit pas, il le durcit. Elle a eu des aventures. « Depuis quand est-elle mariée ?» demanda Dorian. « Depuis une éternité, m'a-t-elle dit. Je crois, d'après l'armorial, que ce doit être depuis 10 ans. Mais 10 ans avec Monmouth peuvent compter pour une éternité. Qui viendra encore ? Oh, les Willoughby, Lord Rugby et sa femme, notre hôtesse, Geoffrey Clouston, les habitués. J'ai invité Lord Grotrian. »« Il me plaît, dit Lord Henry. Il ne plaît pas à tout le monde, mais je le trouve charmant. Il expie sa mise, quelquefois exagérée, et son éducation toujours trop parfaite. C'est une figure très moderne. Je ne sais s'il pourra venir, Harry. Il faudra peut-être qu'il aille à Monte-Carlo avec son père. »« Ah, quelle peste que ces gens ! Tâchez donc qu'ils viennent. À propos, Dorian, vous êtes parti de bien bonne heure hier soir. Il n'était pas encore 11 heures. Qu'avez-vous fait ? Êtes-vous rentré tout droit chez vous ?» Dorian le regarda brusquement. « Non, Harry, dit-il enfin, je suis rentré chez moi que vers 3 heures. »« Êtes-vous allé au club ?»« Oui, répondit-il. Puis il se mordit les lèvres. « Non, je veux dire, je ne suis pas allé au club. Je me suis promené. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Comme vous êtes indiscret, Harry, vous voulez toujours savoir ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours besoin d'oublier ce que j'ai fait. Je suis rentré à 2h30, si vous tenez à savoir l'heure exacte. J'avais oublié ma clé et mon domestique a dû m'ouvrir. S'il vous faut des preuves, vous les lui demanderez. » Lord Henry haussa les épaules. « Comme si cela m'intéressait, mon cher ami. Montons au salon. »« Non, merci, monsieur Chapman, pas de sherry. »« Il vous est arrivé quelque chose, Dorian ? Dites-moi ce que c'est. Vous n'êtes pas vous-même ce soir. »« Ne vous inquiétez pas de moi, Harry. Je suis irritable, nerveux. J'irai vous voir demain ou après-demain. Faites mes excuses à Lady Narborough. Je ne monterai pas, je vais rentrer. Il faut que je rentre. »« Très bien, Dorian. J'espère que je vous verrai demain au thé. La duchesse viendra. »« Je ferai mon possible, Harry, » dit-il en s'en allant. En rentrant chez lui, il sentit que la terreur qui l'avait chassé l'envahissait de nouveau.
Les questions imprévues de Lord Henry lui avaient fait perdre un instant tout son sang-froid, et il avait encore besoin de calme. Des objets dangereux restaient à détruire. Il se révoltait à l'idée de les toucher de ses mains. Cependant, il fallait que ce fût fait. Il se résigna, et quand il eut fermé à clé la porte de sa bibliothèque, il ouvrit le placard secret où il avait jeté le manteau et la valise de Basil Hallward. Un grand feu brûlait dans la cheminée. Il y jeta encore une bûche. L'odeur de cuir roussi et du drap brûlé était insupportable. Il lui fallut 3/4 d'heure pour consumer le tout. À la fin, il se sentit faiblir, presque malade, et ayant allumé des pastilles d'alger dans un brûle-parfum de cuivre ajouré, il se rafraîchit les mains et le front avec du vinaigre de toilette au musc. Soudain, il frissonna. Ses yeux brillaient étrangement. Il mordillait fiévreusement sa lèvre inférieure. Entre 2 fenêtres se trouvait un grand cabinet florentin, en ébène, incrusté d'ivoire et de lapis. Il le regardait comme si c'eût été un objet capable de le ravir et de l'effrayer tout à la fois, et comme s'il eût contenu quelque chose qu'il désirait et dont il avait peur. Sa respiration était haletante. Un désir fou s'empara de lui. Il alluma une cigarette puis la jeta. Ses paupières s'abaissèrent et les longues franges de ses cils faisaient une ombre sur ses joues. Il regarda encore le cabinet. Enfin, il se leva du divan où il était étendu, alla vers le meuble, l'ouvrit et pressa un bouton dissimulé dans un coin. Un tiroir triangulaire sortit lentement. Ses doigts y plongèrent instinctivement et en retirèrent une petite boîte de laque vieil or, délicatement travaillée. Les côtés en étaient ornés de petites vagues en relief et de cordons de soie où pendaient des glands de fil métalliques et des perles de cristal. Il ouvrit la boîte. Elle contenait une pâte verte, ayant l'aspect de la cire et une odeur forte et pénétrante. Il hésita un instant, un étrange sourire aux lèvres. Il grelottait, quoique l'atmosphère de la pièce fût extraordinairement chaude. Puis il s'étira et regarda la pendule. Il était minuit moins 20. Il remit la boîte, ferma la porte du meuble et rentra dans sa chambre. Quand les 12 coups de bronze de minuit retentirent dans la nuit épaisse, Dorian Gray, mal vêtu, le cou enveloppé d'un cache-nez, se glissait hors de sa maison. Dans Bond Street, il rencontra un hansom, attelé d'un bon cheval. Il le héla et donna à voix basse une adresse au cocher. L'homme secoua la tête. « C'est trop loin pour moi, murmura-t-il. »« Voilà un souverain pour vous, dit Dorian. Vous en aurez un autre si vous allez vite. »« Très bien, monsieur, répondit l'homme. Vous y serez dans 1 heure. » Ayant mis son pourboire dans sa poche, il fit faire demi-tour à son cheval, qui partit rapidement dans la direction du fleuve.